Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les familles juives semblent accumuler discrètement leurs richesses tandis que d'autres ont du mal à conserver leur argent? Ce n'est pas une question de chance, mais de stratégie. Les principes financiers juifs ne reposent pas sur l'accumulation d'argent. Ils visent plutôt à faire fructifier chaque dollar. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi les juifs ne se contentent pas d'économiser leur argent comme tout le monde et comment vous pouvez adopter cette mentalité. Tout d'abord, la philosophie derrière l'argent. La richesse est un outil, pas un objectif. Dans la culture juive, l'argent n'est pas considéré comme l'objectif ultime. C'est un outil, une ressource pour atteindre des objectifs plus importants. La sécurité de la famille, le soutien de la communauté et la stabilité à long terme. Cet état d'esprit est profondément ancré dans des siècles d'enseignements culturels et religieux qui mettent l'accent sur le but de la richesse plutôt que sur sa simple accumulation. L'une des leçons les plus profondes de la philosophie financière juive est que la richesse en soi est neutre. Sa valeur est déterminée par la manière dont elle est utilisée. L'argent ne doit jamais être une fin en soi. Il doit plutôt servir un objectif plus noble, qu'il s'agisse de subvenir aux besoins de sa famille, de soutenir des causes caritatives ou d'investir dans des projets qui favorisent le bien-être de la communauté. Cette approche pratique de la richesse fait passer l'accent de la thésaurisation à l'utilisation stratégique de l'argent pour atteindre des objectifs précis. Cette philosophie influence directement la manière dont les communautés juives gèrent leurs finances. Plutôt que d'économiser de l'argent pour le plaisir de l'avoir, elles s'efforcent de l'investir dans des domaines qui favorisent la croissance et la sécurité. Par exemple, au lieu de simplement accumuler une épargne importante, elles peuvent investir dans des biens immobiliers qui prennent de la valeur avec le temps ou dans des entreprises qui génèrent des revenus durables. L'idée est de créer une richesse qui leur est profitable, plutôt qu'une richesse qui reste inutilisée. Lorsque l'argent est considéré comme un outil, il est également perçu comme quelque chose qui doit être entretenu et cultivé. Tout comme un agriculteur ne laisse pas les graines dans un sac, mais les plante pour obtenir une récolte, la sagesse financière juive encourage à faire fructifier l'argent. Économiser de l'argent sans objectif précis, comme investir ou donner, est considéré comme une utilisation inefficace des ressources. Cet état d'esprit réduit également le stress et l'anxiété liés à la situation financière. Lorsque la richesse n'est pas l'identité principale ou le but ultime, la pression de se comparer constamment aux autres diminue. Cette approche favorise la planification à long terme et la prise de décisions rationnelles, plutôt que les dépenses impulsives ou l'épargne sans intention. En considérant la richesse comme un outil plutôt que comme un trophée, les communautés juives adoptent une approche pratique et résiliente de la gestion financière. Cette perspective aide non seulement à constituer un patrimoine, mais garantit également que l'argent joue un rôle significatif dans la vie. Il s'agit d'une façon disciplinée et ciblée d'aborder les finances, qui favorise à la fois la sécurité et la tranquillité d'esprit. Deuxièmement, investir plutôt qu'épargner, faire travailler son argent. Dans la sagesse financière juive, le principe d'investir plutôt que d'épargner est ancré dans une compréhension profonde du fonctionnement de l'argent. L'idée est simple mais puissante. L'argent ne doit jamais rester inactif. Au contraire, il doit travailler en permanence pour générer plus de richesses. Cette conviction façonne des habitudes financières qui privilégient l'investissement plutôt que la simple épargne, garantissant ainsi que la richesse croît plutôt que stagne. L'une des principales raisons derrière cet état d'esprit est la compréhension de la croissance composée. La philosophie financière juive reconnaît que l'épargne seule, en particulier dans des comptes d'épargne traditionnels à faible taux d'intérêt, est insuffisante pour constituer un patrimoine à long terme. L'inflation érode la valeur de l'argent épargné au fil du temps, rendant l'épargne sans investissement perdante. Au contraire, elle met l'accent sur le placement de l'argent dans des actifs qui prennent de la valeur ou génèrent des revenus passifs. L'investissement est considéré comme un moyen de protéger le patrimoine contre l'érosion tout en le faisant fructifier. Que ce soit par le biais de l'immobilier, des actions, des obligations ou des entreprises communautaires, l'objectif est de multiplier l'argent plutôt que de simplement l'accumuler. Par exemple, au lieu de détenir de grandes quantités d'argent liquide, beaucoup choisissent d'acheter des biens immobiliers à louer ou d'investir dans des entreprises bien établies, ce qui leur permet de faire fructifier leur patrimoine avec un minimum d'efforts. Le concept de diversification des investissements revêt également une importance considérable. Les enseignements financiers juifs insistent souvent sur le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Plutôt que de miser uniquement sur un seul type d'investissement, ils préconisent de répartir la richesse entre plusieurs actifs. Cela permet non seulement de réduire les risques, mais aussi de maximiser les opportunités de croissance composée. L'immobilier, les actions versant des dividendes et les entreprises communautaires sont des choix courants, chacun offrant une source de revenus différente. Un autre facteur important est la vision à long terme.
Investir ne consiste pas à réaliser des gains rapides ou à prendre des risques spéculatifs. Il s'agit de prendre des décisions stratégiques et mûrement réfléchies qui permettent de constituer progressivement un patrimoine. Cette approche prudente mais proactive garantit que l'argent travaille de manière constante, que ce soit sous forme de plus-value, de revenus locatifs ou de dividendes. En privilégiant les investissements plutôt que l'épargne passive, les communautés juives se construisent une base financière solide et en constante évolution. Cette approche garantit que leur patrimoine n'est pas seulement préservé, mais qu'ils travaillent activement à assurer l'avenir des générations futures. L'importance accordée à la mise en valeur de l'argent plutôt qu'à sa conservation reflète un engagement profond en faveur de la responsabilité financière et de la croissance. Il s'agit d'une façon disciplinée de penser qui transforme le patrimoine, ressource limitée, en une force dynamique et multiplicatrice. Troisièmement, les actifs réels plutôt que les liquidités, construire un patrimoine tangible. L'un des aspects les plus distinctifs de la sagesse financière juive est la préférence pour les actifs réels plutôt que pour les liquidités. Alors que beaucoup de gens se sentent plus en sécurité avec un compte en banque bien garni, les familles juives accordent souvent plus de valeur aux actifs tangibles qui génèrent des revenus. Cette préférence est à la fois pratique et philosophique. Les actifs réels conservent leur valeur, s'apprécient souvent avec le temps et peuvent générer des revenus, tandis que l'argent liquide, lorsqu'il reste inutilisé, perd progressivement son pouvoir d'achat en raison de l'inflation. Historiquement, les communautés juives ont été confrontées à des déplacements et à des difficultés économiques, ce qui a conduit à une mentalité selon laquelle la richesse doit être à la fois résiliente et mobile. L'argent liquide est vulnérable. Il peut être confisqué, dévalué ou devenir inaccessible en cas de crise financière. Les actifs réels, en revanche, procurent un sentiment de permanence et de sécurité. L'immobilier, en particulier, a toujours été un investissement privilégié. Les terrains et les biens immobiliers ne se contentent pas de conserver leur valeur, ils prennent souvent de la valeur et peuvent générer des revenus locatifs. Cette approche garantit un flux de trésorerie stable tout en constituant un patrimoine au fil du temps. Les entreprises sont un autre pilier de cette philosophie. Les familles juives comprennent que posséder une entreprise signifie contrôler une source de revenus plutôt que d'attendre simplement un salaire. Une entreprise prospère soutient non seulement la famille financièrement, mais crée également des opportunités d'emploi au sein de la communauté, favorisant ainsi la stabilité économique et la cohésion sociale. Cette mentalité d'investissement axée sur la communauté renforce la résilience économique et la sécurité financière à long terme. Investir dans des biens tangibles tels que l'or ou les œuvres d'art s'inscrit également dans cette optique. Ces actifs peuvent servir de garantie financière en période de ralentissement économique. Contrairement à l'argent liquide, qui peut perdre de la valeur en cas d'inflation, l'or conserve généralement sa valeur, voire l'augmente, offrant ainsi une protection contre la dévaluation monétaire. De même, les objets de collection et les artefacts de valeur sont considérés à la fois comme des trésors culturels et des actifs financiers. Une autre raison pratique de préférer les actifs réels à l'argent liquide est la possibilité de les exploiter. Les biens immobiliers peuvent être refinancés, les entreprises peuvent être développées et les objets de valeur peuvent être liquidés si nécessaire. Cette flexibilité est essentielle pour maintenir la fluidité financière tout en protégeant le patrimoine. En fin de compte, privilégier les actifs réels plutôt que les liquidités consiste à construire une base financière qui reste solide malgré les fluctuations économiques. Il s'agit d'une stratégie à long terme fondée sur la sécurité, la croissance et la stabilité générationnelle. Cette approche permet aux familles juives de traverser les tempêtes financières tout en conservant leur patrimoine actif et protégé. Elle reflète un état d'esprit qui privilégie la croissance durable au confort temporaire, garantissant ainsi la pérennité du patrimoine à travers les générations. Quatrièmement, éviter l'érosion du patrimoine. Pourquoi l'argent liquide perd de la valeur ? L'un des principes financiers les plus importants que les familles juives ont compris est le concept d'érosion du patrimoine. L'argent liquide, bien qu'essentiel pour les transactions quotidiennes, est l'un des pires moyens de conserver sa valeur à long terme. La raison principale était l'inflation, qui réduit silencieusement le pouvoir d'achat année après année. Même si le montant en espèces reste le même, sa valeur réelle diminue avec le temps. Imaginez que vous déposiez 10 000 $ sur un compte d'épargne et que vous ne y touchiez pas pendant 10 ans. Avec un taux d'inflation modeste de 3% par an, cet argent perdra près d'un tiers de son pouvoir d'achat en 10 ans. Cela signifie que même si le solde bancaire reste le même, il permettra d'acheter beaucoup moins de biens et de services. La sagesse financière juive reconnaît ce risque et y répond par une stratégie d'investissement proactive. Historiquement, les communautés juives ont connu des bouleversements économiques, allant de spirales inflationnistes à des effondrements monétaires. Cette conscience collective a façonné la conviction que l'argent liquide ne doit pas constituer la base de la richesse. Au contraire, les familles juives se concentrent sur des actifs qui conservent ou augmentent leur valeur au fil du temps.
L'immobilier, les actions et les entreprises génératrices de revenus sont privilégiés, car ils sont plus susceptibles de prendre de la valeur ou au moins de suivre le rythme de l'inflation. Par exemple, posséder un bien immobilier garantit que, lorsque le coût de la vie augmente, la valeur du bien et les revenus locatifs augmentent généralement aussi. Une entreprise qui génère des revenus stables peut s'adapter à l'inflation en ajustant ses prix ou en développant ses activités. Les investissements dans des actions qui rapportent des dividendes fournissent un revenu passif tout en permettant aux actifs sous-jacents de s'apprécier. En liant leur patrimoine à ces actifs productifs plutôt qu'à des liquidités, les familles juives atténuent l'impact de l'inflation et maintiennent leur stabilité financière. Un autre inconvénient de détenir des liquidités est leur vulnérabilité en période de crise économique. Les gouvernements peuvent dévaluer les monnaies ou restreindre l'accès aux liquidités en cas d'urgence. Les principes financiers juifs tiennent compte de cette incertitude en diversifiant les actifs à l'échelle mondiale et en veillant à ce que le patrimoine soit activement investi plutôt que laissé inutilisé. De plus, la sagesse financière juive considère l'argent comme un outil permettant de créer de la valeur et non comme un simple moyen de la stocker. Thésauriser des liquidités est considéré comme une occasion manquée de croissance. Au lieu de laisser leur argent stagner, les familles juives se concentrent sur des investissements rentables, qu'il s'agisse d'entreprises, d'éducation ou de projets communautaires. En fin de compte, la stratégie est claire. Réduire la dépendance à l'argent liquide comme principale réserve de richesse. En investissant dans des actifs qui surpassent l'inflation et préservent le pouvoir d'achat, les familles juives protègent leur patrimoine contre l'érosion et assurent leur stabilité financière à long terme. Cinquièmement, le don stratégique, le principe de la tzedaka. L'un des principes financiers les plus profonds de la culture juive est le concept de tzedaka. Souvent traduit par charité, tzedaka a une signification plus profonde. Il ne s'agit pas simplement d'un acte de générosité, mais d'une forme de justice et de responsabilité morale. Les enseignements juifs soulignent que donner à ceux qui sont dans le besoin n'est pas facultatif mais un devoir, quelle que soit la situation financière de chacun. Cependant, donner de manière stratégique n'est pas seulement un acte moral, c'est aussi une stratégie de constitution de patrimoine. À première vue, cela peut sembler paradoxal. Comment le fait de donner de l'argent peut-il contribuer à créer de la richesse? La réponse réside dans l'état d'esprit et les répercussions qui en découlent. La tzedaka encourage à considérer la richesse non pas comme quelque chose à accumuler, mais comme un outil ayant un impact positif. Lorsque le don est fait avec intention, que ce soit pour des projets communautaires, l'éducation ou les plus démunis, il s'inscrit dans le cycle de l'abondance. La croyance est que l'argent circule plus librement lorsqu'il est partagé plutôt que gardé. L'économie comportementale soutient ce concept. La générosité favorise un sentiment d'abondance plutôt que de pénurie. Cet état d'esprit encourage des décisions financières plus intelligentes, une productivité accrue et des liens communautaires plus solides. Lorsque vous vous sentez suffisamment riche pour donner, cela renforce votre conviction de stabilité financière. Ce changement psychologique influence la manière dont vous abordez les investissements et les dépenses, ce qui vous amène à prendre des risques plus calculés et à gérer votre argent de manière plus réfléchie. Le don favorise également les opportunités de réseautage. Les dons à des centres communautaires, à des projets culturels ou à des initiatives éducatives permettent souvent de mettre en relation des personnes qui partagent les mêmes idées et qui ont réussi. Ces interactions peuvent déboucher sur des partenariats commerciaux, des mentorats ou des opportunités d'investissement. En s'alignant sur les causes communautaires, les familles juives construisent des réseaux qui favorisent à la fois la croissance sociale et économique. Dans la pratique, il est courant de donner un pourcentage fixe de ses revenus, souvent 10%. Cette régularité garantit que le don reste une priorité, quelles que soient les fluctuations de revenus. Elle encourage également à vivre selon ses moyens, car le don est considéré comme non négociable. Il est intéressant de noter que ceux qui pratiquent régulièrement la tzedaka se disent souvent plus à l'aise financièrement et non l'inverse. Cela découle du principe selon lequel la richesse doit circuler plutôt que stagner. En intégrant le don dans leur stratégie financière, les familles juives créent un état d'esprit axé sur la croissance perpétuelle. En fin de compte, la tzedaka enseigne que la véritable valeur de la richesse réside dans sa capacité à améliorer la vie, y compris la sienne. Elle renforce non seulement la résilience financière, mais aussi un héritage de compassion et de responsabilité. Le don stratégique transforme l'argent d'un actif statique en une force dynamique au service du bien, favorisant à la fois la richesse personnelle et la force de la communauté. Sixièmement, l'importance du capital humain. Investir dans les compétences. L'une des croyances fondamentales de la sagesse financière juive est que le capital humain l'emporte sur les actifs liquides. Ce principe privilégie l'investissement dans l'éducation, les compétences et le développement personnel plutôt que la simple épargne.
La raison est simple. Alors que l'argent perd de sa valeur avec le temps en raison de l'inflation, les compétences et les connaissances ont tendance à s'apprécier, offrant une sécurité et une croissance à long terme. La culture juive valorise depuis longtemps l'apprentissage en mettant l'accent à la fois sur l'éducation formelle et pratique. Cette mentalité va au-delà de l'acquisition de diplômes pour le prestige. Elle met l'accent sur l'acquisition de compétences pratiques, la culture financière et l'amélioration constante de ses capacités. La conviction est que votre atout le plus précieux n'est pas l'argent que vous avez économisé, mais l'expertise et les connaissances que vous avez acquises. Ces outils permettent aux individus de s'adapter, d'innover et de réussir indépendamment des changements économiques. Dans les foyers juifs, investir dans l'éducation est une pratique courante. Cela inclut l'enseignement formel, la formation professionnelle et le développement professionnel, en mettant l'accent sur les domaines qui offrent stabilité et croissance, tels que la médecine, le droit, la finance ou l'entrepreneuriat. Les parents encouragent leurs enfants à suivre une formation pratique, non seulement pour obtenir de bons résultats scolaires, mais aussi pour améliorer leur potentiel de revenus et leur épanouissement personnel. Cette mentalité d'investissement se poursuit à l'âge adulte car l'apprentissage est considéré comme une quête permanente. Les adultes sont encouragés à continuer à améliorer leurs compétences par le biais de cours, de lecture ou de mentorat. Cet engagement en faveur de la croissance leur permet de rester compétitifs dans leur domaine et de préserver leur stabilité financière. Contrairement à l'épargne qui peut s'épuiser, les compétences génèrent des revenus et ouvrent de nouvelles opportunités. Cette importance accordée au capital humain explique en partie pourquoi les communautés juives ont toujours prospéré, même en période de ralentissement économique. Lorsque les marchés s'effondrent ou que les industries changent, ceux qui possèdent des compétences adaptables peuvent s'adapter plutôt que de paniquer. La capacité à se réinventer professionnellement constitue une protection contre l'insécurité financière. De plus, les enseignements juifs soulignent que la richesse fondée sur la connaissance est intrinsèquement résiliente. Si une personne perd son emploi ou son entreprise, ses compétences lui permettent de se reconstruire. Cette perspective fait passer l'accent de la simple épargne à la culture d'un état d'esprit axé sur la croissance et l'adaptabilité. En investissant dans le capital humain, les familles juives construisent une base résistante à la volatilité économique. Contrairement à l'argent, les compétences ne se déprécient pas et continuent de générer de la valeur au fil du temps. Ce principe favorise une approche proactive de la finance, où l'indépendance repose sur les capacités de chacun plutôt que sur une épargne statique. Construire sa richesse grâce au développement des compétences transforme la planification financière d'une épargne passive en un parcours actif d'amélioration personnelle. Cet état d'esprit rend la richesse durable et dynamique et permet aux individus de relever les défis financiers dans un monde en constante évolution. Septièmement, la diversification est non négociable. Ne comptez jamais sur une seule source de revenus. L'un des thèmes les plus récurrents dans la sagesse financière juive est le principe de diversification. Contrairement à ceux qui dépendent uniquement d'un seul salaire, les communautés juives soulignent l'importance de disposer de plusieurs sources de revenus. Cette stratégie reconnaît que le fait de dépendre d'une seule source de revenus est intrinsèquement risqué. Les changements économiques, la perte d'emploi ou les fluctuations de la demande dans un secteur d'activité peuvent instantanément perturber la stabilité financière lorsque tous les revenus proviennent d'une seule source. La diversification n'est pas seulement une stratégie d'investissement moderne, c'est une pratique culturelle profondément enracinée. Au cours de leur histoire, les communautés juives ont été confrontées à divers défis économiques et sociaux qui ont nécessité des habitudes financières flexibles et résilientes. Cette expérience a façonné un état d'esprit qui valorise la diversification des revenus, encourageant les individus et les familles à se constituer diverses sources de revenus afin d'atténuer les risques. Dans la pratique, cela peut impliquer de combiner un emploi stable avec des projets entrepreneuriaux, des investissements immobiliers ou des revenus passifs provenant de dividendes et de redevances. L'objectif est de créer un filet de sécurité qui, si une source de revenus se tarit, permet aux autres de continuer à subvenir aux besoins du ménage. Par exemple, une personne peut exercer une profession libérale tout en étant propriétaire de biens immobiliers locatifs, en gérant une activité secondaire ou en investissant dans des actions à dividendes. Cette approche est accessible même avec des revenus modestes. La diversification peut inclure des activités secondaires, du travail indépendant ou des investissements à petite échelle dans le but d'éviter un effondrement financier total si une source de revenus venait à disparaître. Il s'agit d'être proactif plutôt que réactif, en mettant en place des mesures de sécurité pour résister aux fluctuations économiques. Un concept clé de la stratégie financière juive est la règle des tiers. Ce principe suggère de diviser les revenus en 3 catégories.
les revenus provenant d'un emploi ou d'une entreprise, les revenus passifs provenant d'investissements et les revenus de croissance provenant de la plus-value d'actifs tels que l'immobilier ou les actions. Cette structure garantit qu'au moins deux sources de revenus restent actives, même si l'une d'entre elles est compromise. La diversification s'étend également aux investissements. Au lieu de placer tout son argent dans une seule action ou une seule catégorie d'actifs, les fonds sont répartis entre différents secteurs et types d'actifs. Cette approche minimise l'impact des ralentissements dans un secteur particulier et maintient la stabilité globale du patrimoine. Les enseignements juifs soulignent également que la diversification est un processus continu. À mesure que les conditions économiques évoluent, la composition des sources de revenus, des sources de revenus et des investissements doit également évoluer. Rester adaptable et ouvert aux nouvelles opportunités permet de maintenir la résilience financière. En adoptant la diversification, les familles juives créent dans des structures financières capables de résister à des défis inattendus. Cette approche reflète une perspective à long terme où la préservation du patrimoine prime sur les gains rapides. En fin de compte, la diversification agit comme une protection financière, favorisant la stabilité grâce à plusieurs sources de revenus plutôt qu'à une seule base. Huitièmement, la richesse communautaire. L'union fait la force. L'un des aspects les plus remarquables de la stratégie financière juive est l'importance accordée à la richesse communautaire. Contrairement à la culture occidentale qui met l'accent sur la réussite financière individuelle, les communautés juives comprennent que la véritable stabilité économique résulte souvent d'un effort collectif. En mettant en commun leurs ressources, en partageant leurs connaissances et en travaillant ensemble pour atteindre leurs objectifs financiers, les familles juives constituent une richesse qui profite non seulement aux individus, mais aussi à l'ensemble de la communauté. Historiquement, les communautés juives ont été confrontées à des défis qui ont rendu l'entraide indispensable à leur survie. Cette expérience a façonné une mentalité culturelle qui valorise la collaboration et la force de la communauté. Plutôt que de rechercher la richesse de manière isolée, les pratiques financières juives impliquent souvent des investissements collectifs, des plans d'épargne collective et des systèmes de soutien communautaire. Cet esprit de collaboration garantit que lorsqu'un membre est confronté à des difficultés, la communauté peut intervenir pour l'aider, réduisant ainsi le risque financier global pour toutes les personnes concernées. Une méthode traditionnelle de constitution d'un patrimoine communautaire consiste à former des groupes ou des fonds d'investissement dans lesquels les membres mettent en commun leur argent pour financer des projets commerciaux ou acheter des actifs. Cette approche minimise le risque individuel tout en donnant accès à des opportunités qui seraient hors de portée individuellement. Par exemple, au lieu qu'une seule famille achète seule un bien immobilier commercial, plusieurs familles peuvent investir ensemble, partageant à la fois les coûts et les bénéfices. Ce modèle de propriété collective permet une diversification tout en favorisant un sentiment de responsabilité et de réussite partagée. Un autre élément clé est la pratique du prêt au sein de la communauté. Au lieu de dépendre des banques ou des prêts à taux d'intérêt élevés, les communautés juives créent souvent des sociétés de prêts sans intérêt. Ces organisations aident leurs membres à créer une entreprise, à poursuivre leurs études ou à faire face à des situations d'urgence sans s'endetter. Le remboursement est structuré de manière à maintenir la stabilité financière de l'emprunteur, renforçant ainsi le principe selon lequel la force de la communauté repose sur la réussite de chacun. Au-delà de la mise en commun des ressources financières, le partage des connaissances est un élément essentiel. Les membres de la communauté s'éduquent mutuellement de manière active en matière de littératie financière, de stratégie d'investissement et de gestion d'entreprise. Cet échange continu d'informations aide les individus à faire des choix plus éclairés, ce qui profite en fin de compte à l'ensemble du groupe. De cette manière, la richesse devient non seulement un atout personnel, mais aussi une ressource communautaire qui se développe grâce à l'effort collectif. De nombreuses communautés juives pratiquent également la propriété coopérative où les bénéfices sont partagés entre les membres. Ce système permet non seulement de répartir la richesse de manière plus équitable, mais aussi de favoriser la sécurité financière à long terme. En conservant la richesse au sein de la communauté, elle crée un environnement économique autonome et résistant aux chocs économiques externes. Le capital social, relations, confiance et collaboration jouent également un rôle essentiel. Lorsque les membres d'une communauté savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres pour se soutenir, ils sont plus disposés à prendre des risques calculés qui peuvent mener à une plus grande réussite financière. Cette interconnexion agit comme un filet de sécurité, réduisant la fragilité financière observée dans les cultures individualistes. La mentalité de richesse communautaire encourage également la générosité. Lorsqu'un membre prospère, il rend souvent à la communauté ce qu'il a reçu, créant ainsi un cycle d'élévation mutuelle. Ce principe renforce l'idée que la réussite individuelle ne suffit pas. La véritable richesse provient du bien-être de l'ensemble de la communauté.
En mettant l'accent sur la richesse communautaire, la philosophie financière juive enseigne que la collaboration n'est pas seulement moralement saine, mais aussi financièrement intelligente. Cette approche crée de la résilience, garantit que la croissance financière ne profite pas seulement à quelques-uns et favorise un environnement où les ressources circulent au lieu d'être accumulées. Elle souligne que la force économique ne se mesure pas seulement à la valeur nette individuelle, mais à la prospérité de l'ensemble de la communauté. Neuvième principe, vivre modestement. Pourquoi la richesse est discrète? L'un des aspects les plus durables de la philosophie juive en matière de constitution de richesse est l'engagement à vivre modestement, même après avoir connu le succès financier. Dans un monde qui assimile souvent la richesse au luxe, cette approche peut sembler contre-intuitive. Cependant, les familles juives comprennent que la véritable richesse n'a pas besoin d'être affichée. Choisir un mode de vie modeste est une décision stratégique qui préserve la stabilité financière et réduit la pression sociale. Le concept de vie modeste découle de la conviction que la richesse est un outil et non une identité. Accumuler des biens matériels pour signifier sa réussite est considéré comme superficiel et financièrement imprudent. Au contraire, la culture juive valorise le fond plutôt que l'apparence, en mettant l'accent sur la sécurité à long terme plutôt que sur le luxe à court terme. Cet état d'esprit encourage l'épargne, les investissements intelligents et la prudence financière. L'une des principales raisons d'adopter un mode de vie modeste est la préservation du capital. Des dépenses somptuaires peuvent rapidement épuiser même une fortune considérable. Plutôt que de renouveler fréquemment leur maison, leur voiture ou leur mode de vie, les familles juives réinvestissent souvent leurs revenus dans des actifs qui prennent de la valeur. Cette pratique est conforme au principe qui consiste à faire fructifier son argent plutôt que de laisser l'inflation du mode de vie éroder les gains financiers. Une vie modeste offre également un tampon en période de ralentissement économique. Ceux qui vivent en dessous de leurs moyens sont mieux armés pour faire face aux difficultés financières. Cette mentalité reflète la conviction que la richesse doit garantir une stabilité à long terme et non un confort temporaire. La modestie n'est pas synonyme de privation, mais de flexibilité et de sécurité. Une vie modeste favorise également la gratitude et la satisfaction. En évitant le besoin constant de se renouveler, les individus se concentrent sur l'essentiel, ce qui améliore véritablement leur qualité de vie. Cette approche favorise la discipline financière et réduit le stress lié au maintien d'une image de richesse. Dans les communautés juives, la réussite financière est souvent gardée privée, ce qui réduit la pression de la compétition. Cette norme culturelle permet d'accumuler une richesse discrètement et en toute sécurité, en mettant l'accent sur l'humilité et la discrétion. En fin de compte, une vie modeste favorise la réflexion à long terme et l'indépendance financière. En privilégiant l'épargne et les investissements plutôt que les dépenses de luxe, les familles juives construisent une richesse durable et maintiennent leur stabilité, démontrant ainsi que la véritable prospérité n'a pas besoin d'être validée par le public. Enfin, l'éducation financière dès l'enfance. Enseigner la maîtrise de l'argent dès le plus jeune âge. L'un des principes fondamentaux de la constitution d'un patrimoine juif est l'enseignement de la culture financière dès le plus jeune âge. Les familles juives accordent la priorité à l'acquisition de compétences en matière de gestion financière par leurs enfants, car elles comprennent qu'une éducation financière précoce permet de former des adultes responsables et financièrement indépendants. L'accent mis sur les connaissances pratiques est un choix stratégique visant à garantir la richesse générationnelle et la stabilité à long terme. Dans les foyers juifs, l'éducation financière est intégrée à la vie quotidienne plutôt que d'être enseignée sous forme de concepts abstraits. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent la valeur de l'argent à travers des expériences pratiques. Par exemple, les parents donnent souvent une allocation liée à des tâches spécifiques plutôt que de distribuer librement de l'argent. Cette pratique leur permet de comprendre que le revenu est le résultat d'efforts et de responsabilités. Une méthode populaire consiste à utiliser le système des 5 pots, qui consiste à classer l'argent en 5 catégories: charité, épargne, investissement, dépenses et éducation. Même les petites sommes d'argent sont réparties dans ces catégories, ce qui enseigne la gestion budgétaire, l'épargne et l'importance de donner en retour. Ce système favorise la discipline financière et s'aligne sur la valeur culturelle d'une dépense réfléchie. Les parents juifs mettent l'accent sur la réflexion à long terme lorsqu'ils discutent de finances. Les enfants sont encouragés à se fixer des objectifs d'épargne et à pratiquer la gratification différée. Au lieu de dépenser tout leur argent de poche pour satisfaire des envies immédiates, ils sont guidés vers l'épargne pour des objectifs futurs ou l'investissement dans des biens utiles. Cet état d'esprit favorise la patience et la planification financière stratégique. L'éducation couvre également l'investissement en enseignant que l'argent peut travailler pour eux plutôt que d'être simplement gagné. Des leçons simples, comme investir dans une petite entreprise familiale ou comprendre les intérêts, aident les enfants à saisir le concept de croissance de la richesse.
Une partie essentielle de l'éducation financière consiste à valoriser le capital humain. Les familles juives enseignent qu'il est tout aussi important d'investir dans les compétences et les connaissances que d'économiser de l'argent. Les enfants apprennent à développer leur expertise, sachant que les compétences constituent un atout financier important. Il est également essentiel de parler ouvertement de finances. Les parents discutent ouvertement de leurs succès et de leurs échecs financiers, aidant ainsi leurs enfants à comprendre la gestion de l'argent dans la vie réelle. Cette transparence renforce la résilience et le sens pratique. En accordant la priorité à l'éducation financière dès le plus jeune âge, les familles juives veillent à ce que leurs enfants grandissent en ayant confiance en eux et en étant compétents en matière d'argent. Cette approche proactive permet de former des adultes avertis sur le plan financier, capables de se constituer un patrimoine, d'éviter les dettes et de contribuer positivement à leur communauté. Il s'agit essentiellement de cultiver un état d'esprit qui valorise la responsabilité, la générosité et la réflexion stratégique. Construire un patrimoine ne se résume pas à gagner beaucoup d'argent, mais aussi à le gérer et le faire fructifier de manière judicieuse. L'approche juive des finances offre des leçons intemporelles en matière d'investissement, de soutien communautaire et de littératie financière. En adoptant ces principes, vous pouvez passer de la simple épargne à la constitution stratégique d'un patrimoine durable. Commencez dès aujourd'hui. Faites travailler votre argent plus intelligemment, pas plus dur.